Le travail, partie 2. Je vais traiter le dernier mouvement, c'est-à-dire la partie C du grand 2. Le travail à l'époque moderne, et il s'agira en fait de tirer le bilan à la fois du regard que porte Marx sur le travail dans l'économie capitaliste, mais aussi de regarder aussi les perspectives de Nietzsche, tout comme les perspectives de Hannah Arendt. Alors, pour bilan, pour Marx, on retient bien sûr le concept d'aliénation, de caractère monstrueux de la forme qu'occupe le travail dans les vies, dans les sociétés. Mais on peut aussi retenir cette idée que l'homme il se vend pour survivre, il devient marchandise, il, euh, il est question aussi de l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est une expression de Marx lui-même dans le manuscrit de 1844. Et on voit bien aussi que ce qui dénature le travail, tant à l'époque de Marx qu'à notre époque, euh, ça va être bien sûr cette recherche à tout prix du profit et qui amène à la fois à la dégradation de la dignité humaine, mais aussi des enjeux désastreux au niveau évidemment environnemental. Évidemment aussi sur le sort qui est fait à à la biodiversité. Donc j'avais envie, moi, en guise de conclusion, de lire un- une courte citation de Marx concernant l'argent. C'est extrait de Ébauche d'une critique de l'économie politique, 1844. Il dit: l'argent qui possède la qualité de pouvoir tout acheter et tout s'approprier est éminemment l'objet de la possession. L'universalité de sa qualité en fait la toute-puissance, et on le considère comme un être dont le pouvoir est sans borne. Plus loin, il dit: si l'argent est le lien qui m'unit à la vie humaine, qui unit à moi la société, et m'unit à la nature et à l'homme, l'argent n'est-il pas le lien de tous les liens? Ne peut-il pas nouer et dénouer tous les liens? N'est-il pas, de la sorte, l'instrument de division universelle? Vrai moyen d'union, vraie force chimique de la société, il est aussi la vraie monnaie divisionnaire. Alors, on voit bien dans ces extraits la puissance destructrice, non seulement du travail lui-même, hein, qui est attribué à l'argent et à la recherche du profit maximal sous toutes ses formes, mais aussi à la dénaturation de tous les liens entre les individus. Donc ce texte, il peut être trouvé dans sa version plus longue. Par conséquent, on peut être amené à comprendre que Marx n'entend pas promouvoir des sociétés sans travail, mais au contraire des sociétés dans lesquelles les bienfaits du travail existent, peuvent être retirés par ceux qui sont les premiers intéressés, normalement, c'est-à-dire ceux qui contribuent à produire. Et il s'agirait en fait de promouvoir des sociétés dans lesquelles le travail serait délivré des griffes féroces d'un capitalisme sauvage. Pensez aujourd'hui au capitalisme financier qui est réellement le plus pervers d'une certaine manière. Et on peut considérer qu'il y a un regard utopiste de Marx. Je vous le livre. Il dit qu'une fois que le travail capitaliste disparaîtra, l'homme ressentira de nouveau son désir de créer et de produire librement. Dans une telle société, les technologies peuvent remplacer l'homme
dans les tâches les plus déshumanisantes, ou en tout cas les plus peut-être celles qui peuvent être exténuantes, et celles qui nous permettraient de parler de société de loisirs, mais pas des loisirs de masse où tout le monde va s'exalter et peut-être s'abrutir tous ensemble. Non, des sociétés dans lesquelles le loisir, au sens grec du terme, scolé, permet à chaque individu de s'instruire, d'apprendre, de développer des savoirs. Il considère aussi que le travail délivré des griffes du capitalisme sauvage est un travail dans lequel le travail manuel et intellectuel peuvent être réconciliés, puisqu'il y aurait en réalité des tâches sociales équitablement partagées qui permettraient alors un épanouissement. Donc en conclusion, pas de maximisation des profits, mais une satisfaction de besoins humains. Et voilà, on s'arrête du coup sur le travail de Marx. Maintenant, avant de regarder le regard de la perspective de Nietzsche et celle de Hannah Arendt, on peut aussi souligner la particularité des sociétés contemporaines, à savoir la dépréciation, la dévalorisation de certains métiers justement manuels, dans la mesure où depuis la société grecque, on a tendance à survaloriser, en tout cas à valoriser, survaloriser peut-être, les métiers intellectuels, car les métiers intellectuels seraient plus spécifiquement humains et répondraient à des besoins peut-être moins matériels que le métier de l'artisan. Donc il y a, peut-être est-ce en train de changer, on vit des temps de bascule, il y a en plus du caractère aliéné de certaines formes de travail, une dépréciation qui entache certains métiers, jugés manuels ou jugés trop concrets, alors que un des intérêts de ce regard utopique ou idéal de Marx était d'une certaine manière une sorte d'équilibre entre les blouses blanches, les cols blancs, pardon, et les cols bleus. Euh, on sait pour autant que c'est la dictature du prolétariat qui est la plus regrettable, mais cette idée que il ne faut pas déprécier les métiers manuels peut être précieuse aujourd'hui et porter une certaine fécondité. On peut aussi considérer que le travail peut être considéré aussi comme porteur d'une utilité sociale, et il s'agirait aussi de voir que chacun peut trouver un sens à son travail dans la mesure où il a le sentiment de contribuer à une utilité commune, mais on peut aussi s'apercevoir que le sens que nous donnons à notre travail n'est pas relatif simplement à nous, il est largement construit, ce sens, euh, par la façon dont la société à laquelle nous appartenons, la civilisation à laquelle nous appartenons, valorise ou non notre activité. Ainsi, Nietzsche, dans un ouvrage qui s'appelle Le gai savoir, observe que la domination de la classe bourgeoise sur la classe aristocratique, puisque lui ne s'intéresse pas vraiment aux prolétaires, contrairement à Marx, il dit que la domination de la classe bourgeoise sur les aristocrates, notamment si on pense à la Révolution française, amène un nouveau type de rapport au travail,
et une survalorisation des métiers très rémunérateurs, des métiers dans lesquels le temps c'est de l'argent, et il fustige ceux qui, dans les pays civilisés, je le dis, euh, seraient égaux en ceci qu'ils cherchent du travail en vue du salaire. Pour eux tous, le travail est un moyen et non le but lui-même. C'est pourquoi ils mettent peu de finesse au choix du travail pourvu qu'il procure un gain abondant. Et il dit que, comme les bourgeois, beaucoup d'hommes dans les sociétés issues des révolutions industrielles, hein, quand ils ne sont pas prolétaires, ce qui est encore une fois pas le problème de Nietzsche, quand ils auraient peut-être les moyens de choisir des activités qui leur apportent une sorte d'horizon de plaisir et de passion, eh bien, choisissent n'importe quel métier, ou en tout cas le métier euh, qui n'a peut-être pas une grande richesse en soi, si ce n'est qu'il est extrêmement lucratif. Et il va sans dire que dans ces sociétés-là, que déteste Nietzsche, le, le travail du chercheur, le travail de l'artiste, le travail d'un penseur, le travail peut-être d'un journaliste n'a pas de reconnaissance sociale, en tout cas est complètement déprécié parce que il n'est pas nécessairement porteur de gains. Et pour, euh, pour Nietzsche, lorsqu'il s'agit justement des chercheurs, des penseurs ou des artistes, euh, et on peut penser également à d'autres métiers dans lesquels l'enjeu est bien sûr de pouvoir vivre et pas simplement survivre. On peut avoir à l'esprit le fait que dans certains métiers sont des métiers à vocation, des métiers de passion, des métiers dans lesquels on peut à la fois, il le dit, euh, la peine peut être mêlée au plaisir et parfois le travail peut être très très difficile, mais il est source d'une grande motivation et cette motivation n'est pas le gain. Il ne s'agit pas de faire des, de l'argent, justement, si on se réfère au texte qui précède, mais de s'humaniser, de se construire. Et Nietzsche, qui avait un intérêt pour non seulement pour l'aristocratie, au sens moral du terme, hein, essayer de devenir le meilleur, euh, s'intéresse à la Grèce et il dit que dans les sociétés en Grèce, on s'intéressait à ce qu'on appelle l'otium et non pas le négotium qui a donné le négoce. L'otium, c'était non seulement l'activité politique, réfléchir aux lois, réfléchir au juste, mais c'était aussi toutes les activités intellectuelles qui permettent à chacun de se développer et aussi de s'humaniser. Donc, pour Nietzsche, le mal de l'homme moderne, c'est pas simplement d'être un pauvre ouvrier prolétaire, c'est d'être un pauvre homme dont le seul objectif en termes de travail est de faire de l'argent, quel que soit le métier, même si celui-ci, d'une certaine matière, est peut-être insensé, abrutissant ou peut-être même porteur de forces quelque part destructrices, hein, par rapport à l'environnement, par rapport aux relations humaines, par rapport même à l'idée de culture. Et il dit évidemment que il y a, il y a des hommes rares qui préfèrent périr plutôt que de travailler sans que le travail leur procure de la joie. Alors c'est sans doute excessif cette parole, mais il est bien aussi, il est question de cette
capacité de travailler avec la passion chevillée au corps et d'être à sa table de travail sans savoir forcément si on va aboutir à un projet. Et je donne la référence à Max Weber, je crois que c'est en 1912, qui a écrit un livre qui s'appelle Le savant et le politique, dans lequel il montre la grande particularité du métier de chercheur, qui consiste évidemment à être pris par une grande passion, un dévouement corps et âme à cette activité, avec une aptitude du coup à rechercher le travail, pour ce qu'il m'amène à transformer autour de moi, pour ce qu'il permet aussi de transformer en moi, tout ce qu'il permet de faire accoucher de moi, d'une certaine manière, c'est-à-dire des idées, des savoirs, des découvertes, même si on le sait que la recherche, elle demande beaucoup plus de temps que à la politique, puisqu'il dit, Weber, que la différence, entre autres, hein, entre le savant et l'homme politique, c'est que l'homme politique doit agir, et il n'est pas forcément, on le sait, toujours dans le temps nécessaire de la réflexion. Et donc on a, et avec Nietzsche, avec Weber, l'idée que d'un travail qui peut être passionnant, mais également éprouvant, dans lequel le travail n'est pas simplement euh, une activité harassante dans laquelle je donne tout mon temps en vue simplement de trouver un salaire de subsistance. Il s'agit de travailler pour se former soi-même, pour se transcender, on pourrait dire. Et là, le travail, ce n'est pas qu'un moyen, c'est une fin en soi, c'est un but. Et on comprend dans cette perspective pourquoi ceux dans de nombreuses branches qui ont choisi leur travail, l'aiment, ont peut-être envie de le poursuivre longtemps. Euh, voilà. Ensuite, je voulais terminer avec une auteure du XXe siècle, Conditions de l'homme moderne, c'est le titre pardon, de l'ouvrage de Hannah Arendt. Et celle-ci fait le constat également amer que les sociétés héritées de cette culture dominante de l'économie, de la rentabilité et de cette, on pourrait dire, la culture héritée de la rationalité capitaliste, cette culture-là, elle regarde d'un très mauvais œil les activités pourtant euh, très très ancrées dans notre nature, du moins c'est ce que pensaient les Grecs, à savoir la recherche, l'esprit, la création, la vie politique au sens noble du terme. Et elle dit que ce qui n'est pas susceptible d'être rentable est considéré comme une perte de temps, un ennui, et elle en vient à montrer d'une certaine manière que on a, à l'époque moderne, complètement déprécié tout ce qui ne procure pas un gain, et elle dit qu'il y a une survalorisation du travail et de ce qui est utile, et elle fait en même temps le constat et le rappel que le pire pour l'homme moderne, qui est menacé par beaucoup plus que par le passé, par la disparition de certains travails et par une forme de crise de chômage, c'est d'avoir oublié comment s'humaniser. Lui qui, d'une certaine manière, est prêt soit à chercher un travail absolument lucratif dont on peut aussi se demander s'il est vraiment une richesse pour tous et s'il est vraiment
porteur d'utilité sociale, eh bien, cet homme qui ne se définit que par son travail, ou de l'autre côté, s'il est prolétaire, cet homme totalement aliéné, dont le travail est complètement émietté, eh bien, comment vont-ils faire ces deux hommes-là, soit le prolétaire, soit l'affairiste, euh, pour s'humaniser si le travail est amené à se raréfier ou à être remis en question? Que leur reste-t-il d'une certaine manière, eux qui réussissent, je parle des affairistes, réussissent dans la vie, mais ne réussissent pas leur vie. Donc Hannah Arendt considérait qu'on ne pouvait pas déléguer à la seule activité travail la seule tâche, le seul moyen de s'humaniser. Et elle dit, elle montre aussi que les sociétés modernes devraient retrouver le sens profond je le disais tout à l'heure, du loisir, à savoir s'offrir, être capable de s'offrir un temps de création, un temps de pensée, sans être constamment pris dans une course à la rentabilité. Voilà, donc j'en profite pour faire une conclusion sur le travail. En philo, il prend sa place aux côtés du langage, de la religion, des techniques. Il s'agit des notions qui nous permettent de montrer ce en quoi l'homme est un être de culture. Et je crois qu'on peut tout à fait avoir à l'esprit que ce qui donne réellement son sens au travail, c'est permettre à chacun de développer des savoirs et des savoir-faire, de les mettre à profit d'un groupe, de pouvoir aussi être en mesure de se reconnaître soi-même dans les fruits de notre travail, au-delà même évidemment de la question du salaire, mais il serait très malvenu de conclure en disant que la reconnaissance que chacun peut trouver dans son travail et peut être dissociée du salaire. Le salaire est une manière de valoriser un travail et un seul clin d'œil à l'actualité pour dire que des métiers considérés comme sans importance, caissier, homme d'entretien, aide-soignante et bien d'autres, sont aujourd'hui regardés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire une vraie richesse pour le groupe, et néanmoins ils pâtissent d'un manque de reconnaissance de la société entière. Et ce détail mérite d'être reconsidéré. Donc à nous, à vous de méditer la phrase de Mounier que j'avais prise en intro. Le travail travaille en même temps à travailler un homme et à travailler à faire une chose. Donc à nous de nous interroger si lorsqu'on travaille, nous transformons le réel, nous produisons des choses tout en étant nous-mêmes transformés, fructifiés, élaborés et renforcés.